Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre nouvelle série qui parle entrepreneuriat et parcours entrepreneurs et entrepreneuses. Pour cet épisode, nous allons échanger avec Alexandre Marguery, multiple entrepreneur engagé dans des projets de sens. Je suis Audrey Royer et Capsule est portée par Podcasto et la M3E et financée par BPI France et la M3E. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Alexandre Marguery, j'ai 33 ans et je suis paysagiste, architecte, entrepreneur et j'habite et j'exerce entre Paris et Ajaccio. Peux-tu nous parler de ton parcours ? J'ai grandi en région parisienne où j'ai fait vraiment le cursus classique, quoi, lycée, tout ça. Ça m'ennuyait beaucoup et je pensais pas trop à mon avenir, quoi, à cette époque-là. Et au dernier moment, j'ai décidé que je voulais faire de l'architecture et j'ai loupé en fait les inscriptions parce que je m'y étais pris trop tard, c'était fermé. Et du coup, voilà, il s'en est suivi toute une série de questionnements, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est comme ça que je me suis retrouvé en BTS d'aménagement du territoire. Après, sur un malentendu, je me suis retrouvé en école de paysage dans laquelle je voulais pas spécialement rentrer à la base. Au fur et à mesure de ces études, j'ai réalisé que ça me plaisait vraiment et que j'avais beaucoup de choses à apprendre et que ça me remettait en question, etc. J'ai été diplômé. Et j'ai réalisé que je voulais pas travailler en agence, donc j'ai créé avec mes amis l'atelier auto. En parallèle, je commençais à avoir envie de voir d'autres choses, de m'évader, donc j'ai eu quelques expériences en Asie, en Russie, etc. Et c'est là où d'un seul coup j'ai basculé avec certaines rencontres où je me suis dit c'est vrai, en fait ce que je veux faire c'est de l'architecture, il faut que je m'engage dans cette voie-là. J'ai repris en architecture. En cours en fait d'études, j'ai eu cette opportunité de partir à Milan pour poursuivre mes études en échange que j'ai saisi. Après, vu que je continue à travailler en parallèle, hein, parce qu'il fallait aussi que je finance un peu mes études, parce que bon, j'étais déjà un adulte. Et du coup, en fait, je travaillais, je continuais à avoir un petit peu de réseau en parallèle, etc. Comme ça, je me suis retrouvé à faire un projet au Liban. Et en parallèle de ce projet-là, en fait, il y a des gens qui m'ont recontacté, pour qui j'avais travaillé au Mexique, et qui m'ont proposé, en fait, de prendre, grosso modo, la direction artistique d'un projet d'architecture, alors que j'étais pas encore architecte à l'époque. Et du coup, l'opportunité était intéressante, enrichissante, et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je pars. Et du coup, j'ai suspendu mes études. Je me suis arrêté pendant un an et demi. Et après, je suis revenu à Versailles pour passer mon diplôme. Et là, c'était le confinement. Donc, on s'est retrouvés hyper isolés à passer le diplôme, etc. C'était hyper particulier comme ambiance. Et c'est là où j'ai cet ami, Gauthier Bourrez, qui m'appelle et qui me dit écoute, bah, c'est la merde, ce truc du confinement, c'est l'horreur. Bah ouais, moi aussi, pareil. On est hyper isolé, c'est hyper limitant. Et il me dit bon, on doit faire la HMO. La HMO, c'est une sorte d'agrégation quand on est architecte pour pouvoir s'enregistrer ensuite. Et on est obligé de travailler pour un architecte qui est inscrit à l'ordre. Et il m'explique, il m'a dit écoute, moi, j'ai toujours eu ce rêve de me réimplanter, enfin, de m'implanter en Corse en fait, parce qu'il est originaire de Corse, mais il a grandi toute sa vie comme moi en région parisienne. Et du coup, il a toujours formulé ce rêve de s'impliquer dans le territoire et d'y vivre. Mais il était moins habitué que moi, certainement, au voyage. Et du coup, c'est là où il m'a fait cette proposition. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi? Alors moi, je connaissais très peu la Corse. Voilà, on avait formulé le souhait auparavant de créer des projets ensemble, etc. Donc c'est là où il m'a dit, ça sera peut-être le moment de faire des trucs aussi, de prendre le temps de développer d'autres projets en parallèle. Moi j'ai réfléchi longtemps, 15 minutes je crois, et je lui ai dit écoute, ouais, je suis hyper chaud quoi. Je suis hyper chaud, et essayons ça. Je pense que c'est une expérience qui peut être hyper stimulante. Et du coup c'est parti du confinement. Parti du confinement, on s'est retrouvé en Corse. Et après, bon, voilà, il y a eu plein d'histoires qu'on fait que par hasard, on s'est retrouvé à Corté, dans un pôle entrepreneurial, parce qu'à la base, on voulait juste utiliser les machines du Fab Lab pour faire de la découpe de maquettes. Et en fait, on s'est retrouvé à devoir s'inscrire dans un projet pour pouvoir utiliser les machines, parce que c'était le confinement, etc. C'était hyper restreint. Et c'est comme ça en fait qu'on a gagné un prix et qu'on s'est mis à créer une société, qu'on s'est mis à agréger aussi un autre compère de Paris dans ce projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en fait on est encore sur le territoire et qu'on est hyper heureux
d'être impliqué ici et d'avoir une bi-activité en région parisienne. Et voilà, en fait, on a réalisé qu'il y avait plein de choses hyper positives, plein d'opportunités. Et c'est pour ça qu'on est encore là, quoi. D'où vient cette envie d'entreprendre? Premièrement, c'est une curiosité que j'ai toujours eue. C'est pour ça que j'ai fait plein d'études, que j'ai voyagé, etc. Donc toujours envie d'apprendre, un peu de reformuler ma vie, d'avoir différents rôles. Et du coup, c'est vrai que c'est issu de ça. Et aussi, c'était un peu un électrochoc lors de mon premier stage. Donc j'étais jeune, donc je pense que j'avais 19 ans lors de mon premier stage. Et j'ai réalisé que je pouvais absolument pas travailler pour quelqu'un. Impossible. Et c'est de là que c'est né aussi, hein, cette volonté d'entreprendre. Par exemple, plutôt que d'avoir ma première embauche à l'issue de mes études de paysage, bah, c'est là où on a créé notre collectif et on a décidé qu'en fait on travaillerait pour personne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à entreprendre. D'une part, il y a effectivement les horaires stricts, parce que moi j'aime bien m'organiser comme je le sens. Il y a un rapport un peu à la liberté en fait. Donc pouvoir avoir une relation transversale aussi avec mes clients, pouvoir m'auto-réguler, pouvoir fabriquer mon cadre. Et, euh, et voilà, moi c'est vraiment tout ça qui m'anime. Je pense qu'une incapacité à travailler pour autrui, hein, de manière générale, et c'est ça qui m'a stimulé et qui fait que voilà, aujourd'hui, j'ai toujours voulu être en pleine possession quoi, de moi-même. Et pour moi, ça a toujours passé par là. Je pense que le travail, ça doit quand même être un outil de libération. Donc ça doit permettre de faire des choses. Et c'est vrai que quand on est dans le carcan un peu professionnel, salariat, tout ça, on se retrouve un petit peu plus assujetti. Alors ça convient à plein de gens et c'est très bien. Il y a des gens qui s'y épanouissent, qui fabriquent leur espace là-dedans. Mais par exemple, moi j'ai pas mal voyagé par le passé, mais à chaque fois c'était pour répondre à des commandes. Donc parfois c'était des commandes bénévoles, parfois c'était des commandes où j'étais simplement défrayé, etc. Mais ça m'a permis voilà, d'aller en Chine, en Inde, dans plein de pays. Et c'est la liberté que j'ai fabriquée autour de mon activité en fait. Et ça a toujours été super bien. Donc de se dire que voilà, je vais peut-être moins gagner que si je restais en France ou si j'étais salarié. Mais pendant un an, je vais partir au Mexique. Je vais être souverain dans un projet, je vais être directeur de projet sur un domaine hyper précis. Je vais fabriquer mon équipe, je vais créer mes relations, je vais apprendre la langue, la culture locale. Bon, ça, c'est la liberté que ça offre, en fait, d'être entrepreneur. Même au-delà de... quand je dis être entrepreneur, etc., c'est pas du tout une aventure seule, en fait. C'est plus par opposition à un modèle un peu hiérarchique où il y aurait des chefs et des exécutants. Moi, ce que j'ai développé là au cours de ma pratique, c'est plus des associations en fait. Donc, nous aujourd'hui, voilà, on n'a pas spécialement de salariés, mais on a plein de collaborateurs, des gens avec qui on travaille, avec qui on échange, des gens qui partagent aussi un peu nos valeurs, un peu de liberté, tout ça. Et qui travaillent en freelance pour nous ou sur lesquels on s'associe sur des projets et du coup ça nous laisse comme ça une grande liberté et une approche très horizontale aussi dans les rapports humains qu'on tisse avec les gens. Tu as créé une première association à la fin de tes études de paysagiste. Peux-tu nous en parler? Déjà j'étais avec 3 amis. En fait, suite à nos diplômes respectifs, alors on était 3 à être de l'école de paysage de Versailles et un autre ami qui est anthropologue. Donc notre particularité, c'est que on était diplômés la même année dans une période économique assez obscure, de récession, etc., en 2014. Et on voyait autour de nous tous les gens qui galéraient pour avoir des jobs pas forcément bien payés et pas forcément aussi satisfaisants quoi, en termes de perspectives que ça offrait. Et disons, c'est un peu le truc qui nous a réunis quoi, avec mes amis, cette prise de conscience de j'ai pas forcément envie de faire ça, j'ai pas envie forcément de me mettre dans cet état-là, mais j'ai des idées. Et c'est comme ça qu'on a commencé en fait à s'unir. Et un de mes amis en fait qui habitait en HLM toute son enfance à Montreuil,
nous a montré en fait la résidence de son enfance, qui était un cœur d'îlot classique avec un jardin au centre. Un jardin qui était complètement à l'abandon, hein, du fait du très peu d'investissement, hein, des autorités locales pour l'aménagement de ces espaces. Donc il nous a montré l'espace, il nous a dit il y a énormément de possibles à faire, mais on n'a pas le droit d'intervenir sur cet espace. Et nous, du coup, on a débarqué comme ça, sans aucune référence, avec quasiment aucune capacité quoi, à être sélectionné à des marchés publics. Donc l'aventure, elle a commencé là. On est allé voir en fait le bailleur social. On leur a demandé l'autorisation pour parler aux habitants et pour mener en fait des actions de concertation avec eux, de manière bénévole. Évidemment, ils ont dit oui, parce que ça, ils peuvent communiquer là-dessus, ça montre qu'on fait attention aux habitants, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que progressivement, en fait, on a réussi à impliquer la communauté sur le devenir de cet espace, et du coup, c'est devenu un vrai levier politique. Parce que au bout de 2 mois de concertation, les gens, ils voulaient que ça change. Ils voulaient qu'il y ait un projet. Et là, d'un seul coup, les bailleurs sociaux, la mairie, là, c'était tout de suite autre chose, que ça voulait dire consultation, ça voulait dire budget, etc. Et c'est comme ça, presque, qu'on a créé une sorte de rapport de force par les citoyens, et on a eu notre premier marché public. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. On partait de rien, sans rien, dans un moment en fait où il n'y avait pas de commande publique quasiment, quoi. En fait, on a formulé notre commande. On a formulé notre commande, on l'a fabriquée, on a réussi à impliquer des gens autour de ce projet, et ensuite, on s'est rendu indispensable. Donc c'est le seul levier qu'on avait identifié, et ça a hyper bien marché. Et après, c'est une méthode qu'on a plutôt reproduite ensuite, avec succès. C'était une association, hein, l'Atelier Auto, qui existe encore, hein. J'ai 2 de mes amis qui sont encore impliqués dedans. Alors après, nous, on est partis, moi notamment lié à l'architecture, à d'autres projets, d'autres ambitions. Une autre de mes amies qui est partie s'installer au Mexique. Et les 2 autres qui sont encore, disons, à 20% dans cette activité de auto, mais c'est encore une association qui perdure. Moi, j'y ai été impliqué pendant 2 ans et demi à peu près. Et le truc, c'est que moi, j'avais plus d'aspiration, disons, à dessiner, à être dans la volumétrie, le bâtiment, l'usage, sur des choses qui me parlaient un petit peu plus, à moi personnellement. Et progressivement, j'avais aussi besoin de me détacher de ces trucs de concertation. Donc c'est hyper intéressant, mais à un moment, c'est bien aussi d'arrêter le processus. Je pense qu'il y a aussi un vrai écueil autour de la concertation, dans le sens où on ne peut pas tout remettre dans les mains des citoyens. Il y a un moment où on est aussi expert, on a des compétences. On est effectivement là pour écouter, hein, toutes ces doléances, etc., s'en nourrir. Mais il y a un moment en fait, où c'est primordial d'arrêter le processus. Et parce que nous, en fait, on a cette vision de savoir que, par exemple, des choix qui peuvent être assez traumatisants, qui peuvent être assez bouleversants à une année N+1, sur 15 ans, on peut avoir des résultats. Et du coup, ça échappe au process de la concertation, parce que la concertation, par essence, c'est la négociation, et c'est un peu l'aplatissement quoi, l'énergie du projet pour obtenir le consensus, en fait. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'aller au-delà de ça. Tu as créé 2 nouveaux projets avec des associés. Peux-tu nous parler de ces associations ? On est 2 associés sur Oro, donc architectes et paysagistes. Et on est 3 associés sur Osta. Donc 2 architectes, dont un architecte paysagiste, et quelqu'un qui est plutôt dans le monde de la banque, finance, consulting. Donc ces gens, c'est Gauthier Bourrézy et Marin Delattre. Alors Gauthier Bourrézy, architecte, hein, de région parisienne. On s'est rencontrés, comme je disais, à l'école polytechnique de Milan, originaire de Corse. Donc en fait, c'est grâce à lui si aujourd'hui on est implanté ici. Et Marin Delattre, qui vient plutôt d'un cursus école de commerce, et qui est engagé dans des activités de consulting, de financement, de tout ça. Et s'il apporte un peu ce contrepoint dans l'entreprise de construction du business model et de viabilisation d'une idée, quoi.
Quelle est l'histoire d'Osta? Dire que c'était un peu, dans un premier temps, notre refuge qui était lié au confinement. Et en fait, du confinement est lié une vraie prise de conscience aussi sur un peu sur notre mode de vie au quotidien et aussi nos modes de faire en tant qu'architecte. Parce que souvent, en fait, quand on voit la profession d'architecte, on imagine tout de suite mitage urbain. On a l'impression que c'est difficile de dissocier en fait l'impact sur l'environnement de notre profession. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément perturbé moi dans ma vie, de me dire que putain, j'aime l'architecture, mais du coup, je suis prisonnier en fait de cette injonction à détruire l'environnement. Et c'est réel. On va pas se le cacher. Hein, c'est comme faire un véhicule propre. C'est faux, quoi. Il y a énormément d'ambiguïté autour de l'acte de construire. Et effectivement, voilà, c'est forcément corrélé à une activité d'altération. Après, il y a tout un processus qui est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire mieux. Alors c'est faux, il n'y a pas un seul projet qui est sans impact, le plus responsable qui soit. Mais en tout cas, nous, Osta, c'est né de cette volonté de proposer en fait de vraies alternatives au tourisme et de ses implications hein, dans le secteur du BTP qui viennent littéralement en fait massacrer le territoire. Et on voit qu'en Corse, en fait, les ressources, elles sont hyper finies. Donc c'est ça aussi la force d'un territoire insulaire, c'est qu'on voit puissance 1000 des politiques en fait qui sont à l'œuvre depuis une dizaine d'années qui pourraient passer relativement inaperçus sur le continent. Ici, on voit tout de suite l'impact sur les ressources, sur les gens, sur la gentrification, tout ça, sur l'infrastructure publique. Et du coup, voilà, Osta, c'est un projet assez humble, mais qui cherche à proposer des alternatives durables de construction, d'infrastructures pour le tourisme, d'alternatives au tourisme de masse, qui rejette le moins de choses possible dans l'environnement, qui s'installe sans fondation, donc on peut la déposer et le sol repousse derrière, avec les matériaux les plus locaux possibles, avec le moins de chaînes de transport possible. Donc c'est un laboratoire pour essayer de faire mieux. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on est exempt de tout soupçon, toute culpabilité. Donc c'est vrai que voilà, être architecte, c'est être prisonnier de cette injonction à détruire l'environnement. Après, moi, voilà, en tant que paysagiste et qu'entrepreneur engagé dans Osta, il y a cette volonté de faire mieux et il y a cette conviction que oui, on peut faire mieux. Et ça passe par un nouveau rapport aussi citoyen à nos ressources, à comprendre en fait que en fait, on peut passer des meilleures vacances, peut-être sans appartement, sans hôtel, en consommant beaucoup moins de ressources, en vivant mieux connecté avec l'environnement et en faisant la promotion d'un tourisme mieux diffusé, mieux réparti sur l'ensemble du territoire que ce qui est à l'œuvre actuellement où tout est accumulé sur la côte et on voit que les implications elles sont catastrophiques. Et comment s'est développé le projet? Et ben en fait c'est une suite de hasards. Et c'est ça qui est beau aussi en Corse, c'est qu'il y a une espèce d'horizontalité. Hein. Alors bon, c'est un territoire qui est très montagneux, mais il y a une horizontalité entre les gens, donc tout le monde est hyper facile d'accès, et c'est ça en fait qui est super sur ce territoire. Et aussi, il y a un espèce de truc aussi assez militant où quand on développe des projets intéressants et engagés, et ben, les gens nous accompagnent, quoi. Ça, c'est hyper beau. Et il faut le souligner. Alors pour notre histoire individuelle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au début, nous, disons presque de manière égoïste, on avait besoin de découper une maquette pour un projet. On était isolés en plein confinement à Pietrozelle, donc c'est difficile quoi pour trouver du matériel de maquette et pouvoir découper. Et on nous a dit que ouais, à l'université de Corté, en fait, il y avait du super matériel, le Fab Lab et tout. Je regarde les photos sur internet, je me dis truc de malade, je les appelle, est-ce qu'on peut venir? On est étudiant et tout, bah non, vous pouvez pas venir. En plus, c'est restreint l'accès. La seule manière pour pouvoir y accéder, c'est d'être étudiant entrepreneur, donc de postuler, d'être étudiant entrepreneur et vous aurez l'accès. C'est les seuls à avoir accès en temps de confinement. Et du coup, moi, je dis à Gauthier, bah vas-y, on postule. Donc, on monte un projet assez rapidement, on fait un PowerPoint, on présente au comité là, d'intégration. Et ça se passe bien, et on est intégré, on se dit trop cool, on va faire la maquette. On arrive, on fait la maquette,
Et là, on rencontre des gens. Alors, il faut imaginer en plein confinement, on rencontre des entrepreneurs, des gens qui sont hyper impliqués et tout. On se dit, mais c'est trop bien. Et là, on commence à papoter. Et en fait, on se dit, mais il faut être un peu plus impliqué dans ce lieu, dans notre projet. Il y avait aussi ce projet Osta qui était lié aussi à une expérience que j'avais eue au Mexique. Et on se dit, bah vas-y, on se fait des sessions régulières et on développe ce projet. On nous dit, ouais, il y a un concours, il y avait pas mal d'argent à gagner. On se dit, bah vas-y, on postule. On postule au concours et en fait, voilà, de ces prétextes et de ces envies en fait qui avaient été formulées antérieurement, en fait, la Corse, elle nous a donné envie en fait de pousser nos démarches et on passe ce concours là, le Start in Corsica. Donc on était au pôle Pépite de Corté pour citer tout le monde, lié au Fab Lab. On candidate au son concours Start in Corsica. Alors nous, quand on s'engage dans des trucs, c'est vrai qu'on y met toute notre âme. On a gagné. On est arrivé premier, là on se retrouve, la vache, voilà, on a différents prix, on gagne 20 000 euros, un accompagnement avec un expert comptable, on gagne une incubation à la M3E, etc. Tous ces gens-là, nous on n'y connaissait rien en fait. Et du jour au lendemain, on se retrouve voilà, à faire des réunions, on arrive, on rencontre Linda, Audrey, tout ça, à la M3E. Et on se dit en fait c'est hyper cool, c'est quoi ce délire qui nous tombe dessus? Des gens qui nous aident à créer notre boîte, qui nous accompagnent, toute une effusion, en fait, un écosystème qui est hyper présent, hyper actif. Et c'est de là que c'est parti, en fait. On a commencé à financer de la R&D. La M3E qui nous dit d'un seul coup, bah, on peut aussi vous accompagner sur ci, sur ça. Vous avez des besoins en ingénierie, bah, on a ce dispositif-là. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est réellement engagé dans ce projet qui est devenu hyper sérieux, en fait. Et c'est comme ça, on s'est retrouvé avec la M3E. Via la M3E, il y a eu cette opportunité MAO de tourisme durable à Bastia. On a fait ce séminaire de 3 jours, ça s'est hyper bien passé. À chaque fois, ces séminaires, ça nous a permis en fait de reformuler nos projets, de rencontrer aussi des acteurs territoriaux. Bon, en tout cas, voilà, on a été impliqués avec MAO, Lune Bleue, etc. Et à chaque fois, voilà, on a gagné des prix. Et du coup, derrière les prix, il y a aussi tous les hommes politiques qui prennent le micro, qui disent bah, nous, on veut vous accompagner, etc. Alors, on sait que souvent, parfois, il y a beaucoup de promesses. Mais nous, on a quand même une force d'esprit à se dire bah, vous nous avez fait une promesse. Bah, derrière, on était là, quoi. Chose promise. Hein. Du coup, voilà, on n'a pas lâché. Tous ces liens en fait qu'on a pu tisser autour de ces différents événements et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à voir l'AOSTA sur l'espace test de la CAPA et à montrer en fait que ce projet que personne n'attendait en fait que c'était la solution pour tellement de choses et que c'était un projet qui était né du territoire par des gens d'ici et pour une économie locale et ce qui est aussi hyper bien encore c'est que si un projet est viable en Corse, c'est que l'insularité, ça cause énormément de contraintes et de potentiel, hein, comme on vient d'en parler, mais il y a énormément de contraintes économiques. C'est-à-dire si on arrive à viabiliser un projet en Corse, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limite après. Donc c'est un super bon laboratoire pour ça. Et c'est aussi un très bon marché parce que voilà, première économie de l'île, c'est le tourisme et le BTP, hein, qui est totalement lié au tourisme. Et donc c'est quelque chose qui fait vivre l'île, mais aussi qui la détruit. Et c'est pour ça qu'il est urgent en fait de proposer des modèles alternatifs, quoi. Qu'est-ce que ces expériences t'apportent? Alors le truc, c'est que par exemple notre agence là, Oro Architecture et Paysage, c'est un peu un travail presque thérapeutique pour moi, dans le sens où j'ai pris. Il y a une période où en fait je me suis engagé dans l'architecture presque par opposition à tout ce que j'avais appris antérieurement qui était lié au paysage et également aussi à ce que j'avais fait précédemment, la concertation. Donc il y avait un petit peu un truc comme ça, un peu rebelle, de crise un peu, enfin de crise intellectuelle où voilà, j'affirmais le modèle de l'architecture un peu par opposition à tout ce que j'avais appris antérieurement. Et ce que je ressens en fait, c'est que depuis 2 ans, je fais un peu le travail inverse. C'est que l'architecture, ça m'a aussi amené à me réconcilier avec toutes ces dimensions que j'avais apprises auparavant. Et Oro, c'est un peu voilà, l'histoire de cette réunion où j'essaie de tisser des liens en fait, entre parfois effectivement des notions anthropologiques, des notions effectivement de concertation, de paysage,
de territoire. Bon, le paysage, c'est aller chercher des échelles très larges. Et souvent, en architecture, on a un peu du mal à considérer les échelles. Et du coup, voilà, moi, c'est des dimensions que je mets en œuvre au quotidien dans ma pratique. Et Oro, c'est vraiment à l'exemple, en fait, à l'image de tout ça. C'est une réunion entre ces deux dimensions que j'ai apprises tout au long de ma vie. Peux-tu nous présenter Oro ? Oro, en une phrase, c'est une agence d'architecture et de paysage. On répond pour l'instant à une grande diversité de commandes, alors que ça soit de l'architecture, donc de l'habitat individuel, de l'habitat groupé. Le but aujourd'hui, là, c'est de s'ouvrir plus vers des marchés publics, des commandes publiques, plus des commandes de type équipement. Et en parallèle, Oro, il y a aussi ce secteur paysage où on travaille plus sur des questions d'aménagement du territoire, des échelles potentiellement un peu plus larges, avec des notions d'écologie qui sont beaucoup plus présentes. Et Osta, qu'est-ce que c'est ? Et il y a Osta en parallèle, qui est en fait une start-up qui crée des prototypes d'architecture préfabriqués qui propose en fait des alternatives pour viabiliser des terrains, pour faire simple. Donc ces petits blocs qui font moins de 5 mètres carrés, qui proposent accès à de l'eau, à de l'énergie, et, à des usages dans des espaces qui ne sont pas viabilisables. Donc par exemple, ça peut être un terrain naturel, un terrain inconstructible, un circuit de randonnée, une zone littorale. L'idée, voilà, c'est de proposer en fait des outils qui permettent d'apporter du confort domestique dans des environnements qui ne sont pas disposés pour les accueillir, et le tout en parfaite responsabilité, sans rejet sur l'environnement, sans impact. Et le truc, c'est que ces deux pratiques, en fait, elles se co-nourrissent, parce que par exemple, le Osta, c'est un laboratoire de l'architecture préfabriquée, de l'architecture à ossature bois, et ça vient nourrir notre pratique chez Oro. Et du coup, en fait, c'est comme ça qu'on le voit, c'est que c'est un pied entre l'industrie et la conception. Donc via Oro, en fait, on développe des modes constructifs qui viennent nourrir aussi la démarche de Oro, et vice-versa. Oro travaille sur des notions de projet et de dessin de modules pour Osta. Donc l'idée autour de ça, c'est un peu d'avoir un pied sur l'ensemble de la filière. C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcastoo et la M3E et financée par la M3E et BPI France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous conseiller de nouvelles personnes à interroger. Vous pouvez également mettre une note à ce podcast pour nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Bye.